cette journée alésienne s'est tenue ce matin à 10 h au musée Alphonse Allais, rue des Petites Boucheries. Et quand les Petites Boucheries, Alphonse Allais n'est pas loin. Alors là, le niveau commence à baisser, je suis un peu désolé. Du président de la commune libre de Montmartre, le président d'honneur du club Pierre Dac a remis à Jean-Yves Loriot ce matin quelques pièces rarissimes pour enrichir son musée. En particulier 5 poils du chat noir de Rodolphe Salis. Sachez que ces poils ont déjà un énorme succès. On se les arrache. Nous recevons... Vous êtes sympa, c'est pas si facile que ça, surtout que c'est ma 19e année. Nous recevons ce matin 3 futurs académiciens, 3 espèces en voie de distinction, une femme et 2 hommes. La parité est donc presque respectée. La galanterie également, puisque nous introniserons d'abord Blandine Métayer, autrice et actrice, née au Havre, à quelques encablures d'ici. Ensuite, Pascal Légitimus, célèbre inconnu. Alors, célèbre inconnu, c'est un parfait oxymore. Puis Gérard Poncet, musicien de jazz et compositeur, 95 ans cette semaine, il m'a autorisé à dire son âge, extraordinaire. Idole des Honfleurais, des Normands et naturellement des Alésiens. Leurs parrains ont été choisis pour respecter également une quasi-parité. Je regarde Blandine Métayer qui tient beaucoup à cette parité, je le sais. La pétillante Danielle Evenou, le non moins pétillant chancelier Xavier Jaillard, et le journaliste Patrice Drevet, dernier représentant d'une météo sans réchauffement climatique. Il est dans mes attributions de nommer les VIP présents à nos manifestations. C'est un exercice toujours difficile, car je me dois de tenir compte, voire de flatter sournoisement, de nombreux égos. Les services du protocole alésien ont identifié ce matin 217 VIP. Les citer tous me conduirait à l'heure de la fin de la cérémonie, donc exceptionnellement je n'en citerai aucun. À moins que quelques-uns tiennent absolument à être mis à l'honneur. Si c'est le cas, merci de lever la main. Le problème est habilement réglé. Alors sans plus attendre, j'appelle sur scène les administrateurs et académiciens présents, en commençant par notre bureau exécutif, le chancelier de l'Académie Alphonse Allais. Alors tu ne pars pas, tu arrives, Xavier. Le chancelier de l'Académie Alphonse Allais, Xavier Jaillard. Installe-toi là. Et par ordre alphabétique, toujours pour ménager les égos, Bernard Anjubot, en charge de la logistique. Alors, montez rapidement, là. Christiane Bopp, comédienne et académicienne. Alain Borderieux, en charge des relations avec les médias. Michel Cantal-Dupin, urbaniste et académicien. Alain Créange, auteur et académicien. Patrice Drevet, journaliste humoriste et académicien. Danielle Evenou, pervenche émérite et académicienne. Jean-Gérard Cabriot, agent d'artiste. Thierry Geffrotin, organiste, auteur, journaliste et académicien. Jérôme
Alors j'ai oublié Claude Grimm, notre trésorier. Comment oublier notre trésorier? Où est-il? Claude Grimm. Jérôme Auxerre, comédien en charge des réseaux sociaux. Catherine Montandon, rédactrice en chef de l'Alésienne. Pierre Passot, auteur, Premier ministre de la République de Montmartre et académicien. Jean-Marc Tarit, auteur, président d'honneur de la République de Montmartre et académicien. Claude Turier, dessinateur officiel de l'Académie Alphonse Allais. Il est 11h13, nous sommes dans les temps. Et nous allons procéder donc aux intronisations. Et comme nous l'avons dit, nous allons commencer par Blandine Métayer. J'ai un petit compliment, Blandine, je ne sais plus dans quelle poche je l'ai mis. Parce que je suis incorrigible, hein, j'ai toujours 2-3 bricoles. Pas du tout un auteur. Écoutez bien, mesdames. Seule en scène, Blandine ne met pas en sourdine la défense des femmes. Écoutez bien, messieurs, avec beaucoup d'esprit, elle est sans parti pris, ni propos pernicieux. Au top de sa carrière, Blandine, comédienne, n'avait qu'une prière, être académicienne. Ayant tout essayé afin d'être encensée, Blandine Métayer est enfin exaucée. Écoutez bien, messieurs, mesdames et les autres, après accord des cieux, elle est enfin des nôtres, Blandine Métayer. Alors, Blandine Métayer, tu t'installes ici, Daniel Evenou, ta marraine, tu t'installes là, et le chancelier Xavier Jaillard. Voilà, vous vous débrouillez, moi je prends un peu de repos. Voilà. Ah, vous restez debout. Il y a 2 micros, il y en a un qui est là, un fixe qui marche, et puis celui-là. Oui. Le premier, peut-être Xavier. Il y a levé d'intronisme. Messieurs, et l'admiration sans borne de ta marraine, Où tu parles là, où tu parles là, mais... Non, dans un des 2 micros. Oui, tout marche ici. Tout marche ici. Et ça me donne l'occasion d'ailleurs de saluer Benoît Nicole, notre régisseur. Je voudrais que le remercier après qu'avant. Enfin, on sait quoi. Cher Blandine, tu es un cas rare ici. En principe, on intronise à l'Académie Alphonse Allais une nouvelle venue ou un nouveau venu, enfin quelqu'un que nous connaissons bien depuis longtemps et que le public connaît aussi la plupart du temps. Et alors, on se réunit pour coopter l'attribution d'un tabouret. Oui, je sais, ça fait pauvre. Qu'est-ce que tu veux, l'Académie française a des fauteuils, l'Académie Goncourt a des couverts, et nous, on n'est pas subventionnés, alors on a des tabourets pliables, avec quelques strapontins pour ceux qui auraient envie de sortir avant la fin. Mais toi, tu fais tellement partie de nos activités qu'on te croyait depuis toujours assise au milieu de nous, faisant partie des meubles depuis des lustres. Tiens, c'est joli ça, hein, faire partie des meubles en tant que lustre. Ça éclaire tout à fait. Mais non, tu restais debout modestement, sans chaise ni tabouret, sans râler, ce que tu fais pourtant très bien quand tu veux, sans exiger de médaille, sans même réclamer les énormes remboursements de frais que nous versons toujours, grâce à la générosité d'un de nos membres, qui, comme disaient des proches, dispose de l'immense fortune accumulée par ses parents pendant l'occupation. Chère assistance publique, oui, c'est vous en bas. Chère assistance publique, je vous demande de constater l'évidence de l'intronisation de Blandine Métayer. D'abord, c'est une comédienne qui a fait ses débuts au Conservatoire de Rouen. Oui, c'est ça, hein, oui.
Non pas qu'elle y montrât un intérêt particulier, mais parce que Rouen, c'est sur la route de Honfleur en venant de Paris, et qu'elle essayait déjà de s'approcher d'Alphonse Allais. Enfin, je ne suis pas bien certain de ce que je dis concernant Blandine, parce qu'elle est née au Havre. Mais songeons qu'à l'époque, le pont de Normandie n'était pas encore construit, et qu'en fait, il fallait passer par le pont de Tancarville, et du coup, autant en profiter pour aller faire les courses à Rouen, et voilà, j'ai raison. Au passage, je suis gêné d'avoir ici manqué de savoir-vivre vis-à-vis de Blandine, car on ne dit jamais l'âge d'une jeune fille qu'on présente, c'est mal élevé. Or, chacun sait que le pont de Normandie a été achevé en 1995, c'est-à-dire il y a presque 30 ans, et Blandine, qui faisait alors ses études, en avait au moins 15. C'est ainsi que je vous ai révélé, sans le faire exprès, que Blandine a presque 45 ans. Pardon de ma goujaterie, Blandine. Et puis d'ailleurs, elle y monte à Paris. Elle joue le roi Semeur de Eugène Ionesco. Et ça, c'est parce qu'elle savait déjà que Ionesco avait été le premier intronisé de l'Académie Alphonse Allais par le grand scénariste Henri Janson, dont on vous parlait à l'instant, l'auteur notamment de Entrée des artistes ou de l'Hôtel du Nord. Alors, allons savoir si c'est pas à cause de ça qu'elle s'est rapprochée de nous. Ensuite, tout s'emballe. Blandine joue avec Jacqueline Maillan dans Le Pont japonais, passe 4 ans au Petit Théâtre de Bouvard, travaille avec Jean-Yann, participe à l'émission La Classe, elle joue dans la série Vivement lundi, écrit pour d'autres séries télévisées, comme Maggie, Tribunal. Bref, elle enchaîne sketchs et scénarios pour la télévision. Jusqu'au jour où elle se lance dans le one-man show voué à la condition féminine. Mais ça, je vais laisser Samarin d'en dire un mot, parce que, bon... Oui, vous avez remarqué que c'est intéressant, ça. Je trouve bavarde d'habitude. Quand on fait une intronisation, on est plusieurs à faire des discours, et au moment de monter sur scène, on s'aperçoit qu'on a tous préparé la même chose, Oui. que c'est redondant et que vous vous ennuyez. Alors, je vais sauter un certain nombre de passages. Oui, Alors, oui. répète tout ça. Alors, elle se lance donc dans le One Man Show, on vous en parlera tout à l'heure. Et puis elle continue en même temps en jouant pour les autres, notamment dans Joséphine Ange Gardien, en Femme de loi, enfin elle continue sa carrière. Seule l'ombre au décor, elle aime tellement les hommes qu'elle en oublie parfois de défendre la cause féminine, quand elle dort par exemple. Et pourtant, quand je pense, je parle de la condition féminine, quand je pense que depuis des milliers d'années, on a pensé que ces malheureuses sont les servantes de leur Seigneur, qu'elles ne servent qu'à procréer, qu'elles n'ont aucune capacité intellectuelle, voire qu'elles n'ont pas d'âme, et qu'il aura fallu attendre notre siècle pour s'apercevoir que c'était vrai. Bon, alors, reconnaissons quand même que Blandine fait quelques efforts pour les aider avec ses seuls en scène, ses nombreuses publications et même une bande dessinée qui a été faite à partir d'un de ses spectacles et que j'espérais pouvoir nous montrer tout à l'heure, parce que tu m'as dit que tu n'en avais pas. Bon, ils sont tous vendus. Mais revenons à l'essentiel, le journalisme. L'aventure commence quand elle rencontre l'équipe de notre académie qui réalise les Alphonse de l'absurde raisonné. En effet, Blandine y a été grand reporter. Enfin, pas tout de suite. Elle a d'abord été Miss Météo, et ça pendant longtemps. Pensez, les premiers bulletins qu'elle a fait remontent à l'élection de François Hollande, il y a plus de 10 ans. Toutes les émissions qui ont été réalisées par l'Académie Alphonse Allais et auxquelles Blandine a participé, ont été réalisées par quelqu'un qui est ici aujourd'hui, qui est notre réalisateur, que je vous demande d'applaudir, et qui est Alain Créan. Alors, je vous parlais des bulletins météo, et ça m'intéresse d'autant plus que, enfin, Patrice Drevet, qui est parmi nous,
va apprendre ce que c'est que de présenter un bulletin météo. Hein? Alors on va vous montrer un premier exemple qui remonte à l'époque de ses débuts comme Miss Météo. Si vous voulez bien m'envoyer l'extrait, s'il vous plaît. Pour demain, beau temps sur l'ensemble du pays, sauf ici, sur l'île de Sein, ce qui risque de perturber les commémorations des 70 ans de la Libération. Demain, par contre, grand soleil sur toute la France, à l'exception toutefois de la région parisienne, où aura lieu bien sûr le défilé des troupes devant les grands instituts. Alors là, nous aurons partout un soleil magnifique. Il y a tout de même à redouter une dégradation très ponctuelle à la frontière allemande, plus précisément sur Strasbourg. Et c'est dommage, car c'est demain que commence la fête de la choucroute et de l'Europe. Soleil, 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 jusqu'à la fin de la semaine. Et pourtant, phénomène climatique très rare sur toute cette période de l'année, il pourrait pleuvoir sur Marseille, où justement doit être inaugurée sur le Vieux-Port la statue de Bernard Tapie. Ça, c'était ses débuts. Et après quelques années, sans doute lassée par le caractère répétitif de son émission, elle quitte brutalement son poste de météorologue sur un coup de tête, comme ça, devant des millions de téléspectateurs ébahis. Nous avons la chance de pouvoir vous présenter ici ce document exceptionnel. Demain, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest, comme celle d'hier et celle d'aujourd'hui d'ailleurs. De toute façon, dans ce pays, c'est toujours la même chose. Une nouvelle perturbation arrive toujours par l'ouest. C'est comme les entrées maritimes, elles arrivent toujours par le sud. Et les épisodes Cévenol, parlons-en des épisodes Cévenol. Il y en a partout des épisodes Cévenol. Alors pourquoi Cévenol, Et le front froid qui tombe du nord, bah oui, il ne va pas tomber d'ailleurs. Et le front froid qui fout le camp uniquement quand une nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Oh non, moi j'en ai ras-le-bol de présenter la météo dans ce pays pourri où c'est tout le temps la même chose. Je préfère me casser, tiens, métier idiot, boulot de perroquet, je sers à rien ici. Alors salut, bon vent. Avec plein de kilomètres par heure. Voilà, c'est la météo. Et elle a changé de spécialité. Et après tout ça, cette émission, elle retourne vers le grand reportage avec nous. Et toujours avec la même équipe, elle participe à des enquêtes et des documentaires, notamment sur la nature, la vie sauvage, les animaux, les plantes, sous la direction du même réalisateur. Et nous avons choisi pour vous un court extrait de reportage, tourné d'ailleurs à l'autre bout du monde. Nous nous sommes rendus dans l'altiplano de Mato Grosso, des Andes australiennes, où se trouvent les grandes plantations de roses. Chaque année au printemps, le frelon asiatique, qui dans la région a remplacé les abeilles depuis longtemps, butine les fleurs des dosétiers mâles et va polliniser les dosétiers femelles. Nous avons rencontré Franz Ritter, ingénieur agronome et responsable de la plantation. Alors Franz, racontez-nous comment se passe une récolte. À l'été, la dose était mûre et la récolte peut commencer. En début de saison, la dosette est très claire et donnera un café vif et corsé. En fin de saison, la dosette devient noire et donnera le fameux ristretto. Et c'est totalement bio?
absolument bio. Pas de produits chimiques, pas d'additifs, pas de pesticides. C'est complètement biologique. Il y en a des centaines comme ça. Alors aujourd'hui, Blandine Métayer continue à se consacrer au spectacle vivant et à son sujet de prédilection, la défense de la femme dans la vie moderne. Elle ne pouvait donc pas ne pas être confirmée au sein de notre académie, avec pour marraine Danielle Fnou, qui elle aussi en connaît un rayon en matière de séries télévisées et qui va la lui passer la médaille au cou, médaille d'honneur de l'année à l'Académie. Alphonse Allais, si tu as une médaille pour elle. Mais je ne sais pas où elle est. On peut lui donner la mienne. Ah, je vais dire un mot. Alors je vais vous dire, je regrette qu'une chose, c'est de ne t'avoir rencontré vraiment hier soir. Et c'est vrai, nous avons bu beaucoup de vin, toi du blanc, moi du rouge. Il a fallu aller chercher parce qu'ils étaient longs à nous servir. Et elle m'a rappelé que nous étions déjà croisés dans un bar. Et tout ça est vrai. Alors, je ne vais pas vous raconter toute sa carrière, puisque ça vient d'être dit. Simplement, un de mes amis m'a dit que, bon, tu étais une auteure, je répète tout ce qu'on m'a dit, mais ça, je le savais, et que tu te battes par ton métier, dans le théâtre, pour l'avenir de la femme. Je t'en remercie, je te félicite, mais il paraît que tu aurais dit, tu te bats au quotidien pour que les femmes de plus de 50 ans trouvent encore leur place au théâtre et au cinéma. Je te remercie. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je te le dis, je vais avoir 80 ans. Je sais, ça ne se voit pas. Il faut que je vous dise une chose, moi, je ne fais rien, même pas mon âge. Alors, bien sûr, je suis très très émue parce que j'ai jamais fait de discours. Moi, je parle. Bah, c'est pas pareil, j'écris pas. Enfin, bon, voilà. Alors, Blandine Métayer, qu'est-ce que je vais lui dire? Que bah, je suis amoureuse. Je suis amoureuse, mais une chose, je te demande maintenant. Écris-moi un rôle. Tu verras sur scène, je fais pas avec 80 ans. Je suis encore excitante. Enfin, j'espère. Ben, il n'y a pas grand nombre qui... Y a quelqu'un lève le doigt? 06 80 26 56 02, je suis libre en ce moment. Voilà. Eh bien, si je n'épouse pas un fleuriste, comment on dit? Comment on appelle les gens d'Honfleur? On fleurait. Oh, et on fleurait, ça. Alors, je te dis quoi? Je vais te remettre au tout. Eh bien, je vais te remettre la médaille. Avec beaucoup d'émotion. Tu pleures? Moi, oui. Bravo! Et maintenant, elle est obligée de m'écrire un rôle. La parole est à Blandine Métayer. Je serai brève. Non, j'ai rien préparé, mais en fait, voilà, je me suis dit qu'il y aurait plein de choses à dire. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est important. Voilà, monsieur le maire, mesdames, messieurs, mesdames et messieurs les acamédiciennes et acamédiciens, non, c'est toi qui fais ça, hein? Voilà, c'est toi qui fais. Oui, j'ai rencontré Danielle il y a longtemps, quand je faisais un spectacle d'ailleurs du théâtre de Bouvard au Saint-Georges, et on se retrouvait tous les soirs, elle jouait à côté, et on se retrouvait tous les soirs dans un restaurant, voilà, et on buvait des coups, c'est vrai. Ah, nous on en dit, on en boit. Voilà. On peut faire les deux. Ah, quel après-midi! Quel programme! Donc, oui, je suis très contente d'être intronisée ce matin. Non, c'est pas un gros mot, et ça n'est pas cochon. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je traîne dans l'académie.
sous le joug implacable de Xavier Jaillard, qui m'a fait faire des choses absolument épouvantables, qui m'a distribué dans des rôles de présentatrice météo complètement débiles. Non, c'est pas un pléonasme. Il y en a qui ne le sont pas. Hein? Il y a des hommes aussi. Et puis, effectivement, la cueillette des capsules Nespresso a été très éprouvante, puisque déjà, il a fallu installer les capsules dans les arbres, ce qui n'était pas une mince affaire. Et en plus, ce jour-là, il y avait un vent à décorner les bœufs. Voilà. Donc, vous savez, tous les dessous de l'affaire. Donc, c'est vrai, je me suis dit, quand Philippe Davis m'a appelé pour me dire, voilà, on a songé à t'introniser parce qu'on s'est aperçu que non, tu n'étais pas académicienne. J'ai dit, enfin, ils y ont pensé. Mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. Mais quelle mouche les appliquer, hein. Non, mais je suis très heureuse parce que c'est vraiment voilà, Alphonse Allais, grand auteur absurde. Et ça me touche, évidemment, humoriste. Et puis, Honfleur, je suis née au Havre. Mon grand-père habitait le Havre. Il était chef de tout le service comptabilité de la Compagnie Générale Transatlantique. Voilà. Donc, moi, j'ai vécu avec la sirène du France qui sonnait quand il arrivait et qu'il repartait. Et puis, il venait tous les dimanches, pratiquement, on venait à Honfleur. Voilà, on a mis 8, ce qui était quand même un gros trajet à l'époque, surtout qu'effectivement, il fallait passer par le pont de Tancarville, ou en Diane, parce qu'il avait changé après, mais ça n'allait pas plus vite. Voilà, donc merci. Je suis d'autant plus touchée aussi que Honfleur, j'ai écrit une pièce qui devrait normalement entrer en production l'année prochaine, qui met à l'honneur les féministes de la fin du 19e siècle. Donc c'est une pièce à 7 personnages, avec 5 femmes et 2 hommes sur scène, parce qu'il y avait des féministes hommes à l'époque. Voilà. Et ça devrait donner à réfléchir aux hommes de notre époque. Et donc, dans ces 7 personnages, il y a une femme qui s'appelait Maria Pognon. Voilà. Parce qu'elle avait épousé Raymond Pognon, et donc ils étaient à Honfleur. Voilà. Elle était d'Honfleur, elle est devenue veuve et elle est montée à Paris avec sa sœur et a ouvert une pension de famille derrière les Champs-Élysées. Et là, elle a fait la rencontre de Maria de Rennes, qui était une grande féministe. Elle est devenue une de ses disciples et en 1896, elle a été élue présidente du Congrès international des droits des femmes. Voilà. Donc c'est une très grande oratrice, femme extraordinaire, et qui a ensuite participé à l'élaboration de La Fronde, qui a été le premier journal entièrement fait par des femmes. Voilà. Des garçons de bureau, typographes, etc. Donc j'ai eu l'idée de faire une pièce là-dessus. Ça se passe pendant un déjeuner, et c'est une comédie que j'ai écrite à la manière de Feydeau. Donc on va apprendre beaucoup de choses. Ça va faire beaucoup écho avec notre époque sur le féminisme, mais en même temps, on va rire beaucoup. Voilà. Donc, monsieur le maire, si vous êtes preneur, je serais ravie de venir jouer ici. Hein. Non, merci beaucoup. Je ne vais pas être plus longue et je vais laisser la place à mon cher Pascal, que je suis ravie de retrouver aujourd'hui, puisque nous nous sommes croisés il y a bien longtemps au Théâtre de Bouvard. Voilà. Merci, Marie. Installe-toi, installez-vous. Notre régisseur, il risque de nous manquer au moins 2 chaises sur l'estrade. Hein. Bon, alors exceptionnellement, j'ai fait dans le tétrasyllabique, le vers tétrasyllabique. 4 syllabes qui est infiniment plus complexe à composer que l'alexandrin. Ce qui prouve bien que des gens comme Victor Hugo ou Molière étaient des amateurs. C'est établi et bien connu, en Alésie, on intronise des gens connus. Mais aujourd'hui, t'es convenu, l'Académie légitimise un inconnu.
Sinon que lui, cet inconnu, est bien celui dans le showbiz le plus connu. Sa fantaisie est reconnue, et c'est l'Asie, qu'on se le dise, sont bienvenus. Ce samedi, on porte au nu, sans un dédit et sans méprise, un inconnu, Pascal Légitimus. Et j'appelle son parrain Xavier Jaillard. Xavier? Oui. Alors Xavier, ben, tu vas parler le premier, là tu vas t'installer ici. Et... Je serai bref. Déjà, je chausse. Cher Pascal, chers toutes et tous, est-ce que vous imaginez ce que peut être l'enfer d'un chancelier de l'Académie Alphonse Allais? Je vous explique. Parmi les fonctions d'un chancelier, la plus importante est d'accueillir les impétrants. C'est pas un gros mot, on vous l'a dit, c'est comme ça qu'on appelle les personnalités qu'on intronise. Or, notre Académie a pour vocation première de réunir des humoristes. Et de moi, qu'est-ce qu'on attend? On attend que je prononce un discours qui amuse ces gens-là. Et bien, qu'est-ce que vous vous faites une idée de ce que ça peut représenter de dire quelque chose de drôle à quelqu'un qui a pour métier d'être plus drôle que vous? C'est pourquoi j'aime mieux introniser des mauvais. Or, par définition, ça n'arrive jamais, on ne prend que des bons. Et dans le cas où je me trouve présentement, c'est carrément mission impossible, car aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons Pascal Légitimus sous vos ovations, cher public. Par conséquent, cette fois, je ne vais même pas essayer. Je vais simplement vous dire le plus sérieusement possible qui il est, mais ça non plus c'est pas facile parce que tout le monde le connaît, à part lui-même peut-être, car les gens de qualité ne savent guère qui ils sont vraiment. Alors tout benoîtement, quelques informations. Parce que vous savez toute cette vedette qui encombre, non, qui squatte, non, qui envahit toutes les scènes de télévision et de cinéma et de théâtre. Un humoriste, un acteur, un scénariste, un réalisateur et un producteur. 5 personnes en une. Ce qu'on appelle communément un artiste, un vrai. Et entre autres particularités, un tiers des inconnus à lui tout seul. Les autres, vous les connaissez moins, hein, Bernard Bourdeau, Didier Campan. Ensemble, ils ont écrit et joué quelques sketchs, pas plus de 600 à peine, je crois, 2 ou 3 films, et puis 4 chansons, des tubes d'ailleurs, Isabelle a les yeux bleus, Auteuil-Neuilly passif, vice-versa, et Rap-Tout, un portrait exhaustif et documenté sur les pratiques de notre économie publique. Est-ce qu'il est vrai d'ailleurs, comme on l'a prétendu, que cette dernière œuvre vous évalue quelques ennuis avec le fisc? Ils sont pas faits. Hors sujet. Il y a un écho, oui. Pour faire très très court, non, en fait, ils ont fait une chanson au sein du ministère de... Voilà, pour rivaliser. Mais c'était moins drôle. Pascal Légitimus, tout le monde connaît vos origines, il suffit de vous regarder, on voit bien à votre teint râlé que vous êtes d'origine arménienne. Ce qui s'entend aussi un peu à votre accent un peu slave, et d'ascendance éthiopienne, c'est pourquoi vous êtes né à Paris. Oh, votre bronzage, vous ne le devez en fait qu'à vos parents, qui eux étaient antillais, Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, une île qui est juste en face de Belle-Île-en-Mer, loin, mais en face. Et pour l'anecdote, vous avez un arrière-grand-père qui a été député maire de Pointe-à-Pitre.
Ça, je le dis parce que l'assistance publique, c'est eux là en bas. Hein. L'assistance publique ne le sait pas forcément, elle n'est pas au courant, et ça, comme ça, ils apprennent quelque chose. Enfin, vous avez 2 filles. Bon, ça, je dis ça pour moi parce que si j'avais ne serait-ce que 50 ans de moins, mais ça vous regarde pas. Alors, je vais faire court pour obéir au rappel à l'ordre qu'on me fait constamment le président Philippe Davis en tapotant nerveusement sa montre. Et alors là, pour ce qui est de la brièveté, je dois dire que vous m'avez bien aidé, cher Pascal. Quand je dois faire le panégyrique d'un nouvel académicien, c'est évidemment plus long quand il a beaucoup travaillé, mais vous, non. Puisque vous êtes antillais, hein. Et personne n'ignore que là-bas, les siestes, c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même. Je me souviens d'une série de présentations de journal régional de Fort-de-France dont vous étiez l'animateur quand vous aviez le temps. Donc, si je retrace votre carrière, j'en ai pour 1 minute. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous avez fait, indépendamment des inconnus? Metteur en scène de théâtre? Ouais, 18 pièces, non des one-man shows, c'est plus commode. Comédien? Oh, une douzaine de pièces, dont les vôtres, ça compte pas. Acteur de cinéma? Alors là, je pouffe. Environ 50 titres, en comptant les téléfilms, et 23 séries télé, mais même pas toutes à épisodes multiples. Hein. Alors du coup, il vous restait du temps, et vous écrivez. Mais quoi? 10 scénarios. Et vous en réalisez quelques-uns, mais combien? Une douzaine en plus. Enfin, profitant sans doute des vacances, vous faites du doublage, et ça, du coup, alors là, c'est facile. On est planté dans le studio, on bouge pas, le texte défile sous l'image, on peut le lire accoudé sur le bar avec un petit punch à la main. Et bien, malgré cette petite vie peinarde d'employé des postes qui attend la retraite, on vous donne quand même des récompenses. Le prix Cognac du film policier et un César du meilleur espoir masculin. Et allez, et voilà. J'ai déjà fini de raconter la... Alors, comme du coup il me reste du temps, au lieu de citer les grands cinéastes qui vous ont dirigé, les acteurs connus avec lesquels vous avez travaillé, au lieu de faire la liste des titres où vous êtes à l'affiche avec toutes les fonctions possibles, je vais simplement lire ici, avec les intentions, si je peux, le texte intégral de votre rôle dans la série Crimes en série, puisqu'il n'y a que 10 épisodes. Je commence. Oh oh! C'est ça mon commissariat? Non, là je vais reprendre parce qu'on y croit mieux. Oh oh! Non, faut que je m'arrête là. Bon, ben alors, tant pis. Je vais donc conclure ici par une citation de vous, cher Pascal, une idée qui vous résume bien, je crois. Dans une interview pour justifier votre vocation d'artiste, vous avez dit « Mourir en emportant avec soi ce qu'on a été, ce qu'on a fait toute sa vie, je trouve que c'est du gâchis. J'ai toujours aimé les personnes qui ont le don de donner ce qu'ils ont reçu. » C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites encore, et c'est cette unique raison, parmi des milliers d'autres que je pourrais avoir, qui me suffit pour te dire « Entre ici, Pascal Légitimus, avec ton terrible cortège de personnages si divers et multiples qu'ils offrent le portrait de tout le monde, de tout un monde. Bienvenue dans ton académie. » Et ensuite, Je trouve que là, je suis, et c'est très exceptionnel, le parrain de celui que j'improvise. Par conséquent, j'ai l'honneur de te remettre, oui, dans le bon sens, cette médaille d'académicien que tu lui as.
Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Très bien. J'ai l'impression d'être au Festival de Cannes, là, c'est gentil, merci. D'ailleurs, je précise qu'aussi à Lourdes, il y a aussi un Festival de Cannes. Ah, écoutez, je vais peut-être prendre l'autre micro, j'ai l'impression qu'il est mieux. Je vais parler moins fort parce qu'il porte bien. Tout d'abord, merci évidemment, merci de m'avoir convié, honoré, et puis caressé aussi dans le sens du poil, même si je... Non, j'ai tout rasé ce matin. Merci à vous d'être présents, cette belle académie. Alors, pour la petite anecdote très très courte, quand j'étais au lycée, j'avais 14 ans, et Pierre Dac est venu dans ce lycée. Il a fait une petite conférence d'1h30, et ça m'a tellement plu que je me suis dit, voilà un monsieur avec qui j'aimerais ressembler. Et donc Pierre Dac était le premier déclencheur de mon métier. Ensuite, il y a eu mon père et tout ça qui m'a initié. Mais en tout cas, merci d'être présent, merci de m'avoir accepté. C'est un honneur, on dit c'est vrai, mais en même temps, je suis pas très vieux, mais... Non, je suis pas très vieux. J'insiste. Mais d'avoir un endroit où on a des amis avec qui on peut manger, discuter et puis aussi rêver au futur, c'est toujours agréable. Merci. Je vais faire un petit discours que j'ai préparé parce qu'on ne se connaît pas très bien en fait, même s'il a dit beaucoup de choses. En tout cas, bonjour à tous. Hola, ¿qué tal? Voilà, salam alaikum. Wang Changhao. Voilà, je parle un tout petit peu chinois. Oui, parce qu'en fait, le chinois c'est important. Je me suis rendu compte que le chinois aujourd'hui, si on ne parle pas chinois, on est foutu. Donc il faut se mettre au niveau. C'est vrai. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un ami chinois. Non, j'ai un ami marocain qui avait du mal à trouver du travail. Il a appris le chinois, maintenant il cartonne. Par contre, j'ai un ami chinois qui a appris l'arabe, là, il est en prison. Est-ce qu'il y a des enfants ce soir dans la salle? Bon, toi, je vois qu'il y a des jeunes. Yo, ça va tranquille, ça biche. Ça va tranquille. Il n'y a pas de jeunes en fait. D'accord. Non, ah si, bonjour madame, mes hommages. Non, je vous dis ça parce que moi, j'ai deux filles à qui j'ai transmis. Comme je dis, je transmets, je mets en transe. C'est le résumé de mon métier. Mais moi, mes enfants, je les ai toujours initiés à l'humour. Mais pour les initier à l'humour, mes enfants, j'ai toujours parlé normalement. J'ai toujours évité les phrases débiles du style ça va, tu vas bien? C'est pour qui le bibi, le biberon? C'est pour le bébé à son papounet. C'est qui va faire un gros rototo? Les enfants ne sont pas débiles. Imaginez si on se parlait comme ça entre adultes. Imaginez, monsieur le maire, voilà, vous parlez comme ça à quelqu'un. Écoutez-moi bien, Berthier. Je vous le dis, les neneuils dans les neneuils. Si j'ai pas ce rapport dans deux dodos, c'est pas bon cucu, Berthier. Les enfants ne sont pas débiles. Donc ça pour vous dire que la transmission c'est important. Bref, alors on se connaît pas bien, donc je vais me présenter. Je m'appelle Pascal Légitimus, pour ceux qui me connaissent, je suis un parfait inconnu, ça c'est sûr. Et comme ça a été dit, j'ai des origines arméniennes et antillaises. Alors pour ceux qui ont du mal à visualiser ce mélange rare entre mes parents, imaginez il y a quelques années, comme je le dis souvent, imaginez Charles Aznavour couchant avec Christiane Taubira. Je vous sens sceptique, il faut avoir beaucoup d'imagination. Alors je vais vous donner une métaphore beaucoup plus simple, imaginez plutôt un boudin créole trempé dans du tarama. Voilà. Je sais, c'est dégueulasse, mais ça donne ça. Voilà. Je suis un pur métis, un peu comme Yannick Noah, sauf que moi je porte des chaussures. Tout ça pour vous dire que, petit bonus mesdames, bien qu'étant métis, je fais quand même l'amour comme un noir, voilà. Mais très vite je m'endors comme un blanc. On ne peut pas tout avoir. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Alors, je suis doublement content parce que bientôt, je vais fêter mes 40 ans de carrière. Voilà. Et je me sens pas vieux dans ma tête, bien évidemment, parce que je transmets toujours, je travaille toujours. Mais quand même, de temps... Comment vous me trouvez physiquement? Il y en a qui... non, madame, franchement, comment vous me trouvez? Bâtard, voilà. Non, mais ça va, je fais pas mon âge. Je fais pas 40 ans.
parce que j'ai du mal avec cette notion de vieux et de jeune. Bon, c'est vrai que ça m'arrive de boire une petite tisane. Ok, c'est vieux. Mais je la pisse pas tout de suite. Voilà. Bref, tout ça pour terminer, l'humour c'est important. Vous savez que l'humour c'est d'abord de se moquer de soi-même. Et pour terminer, je vais vous citer une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais dans un dîner à Neuilly avec des MST, des mocassins serre-tête. Et il y a un monsieur sur ma gauche qui me dit excusez-moi, monsieur Légitimus, passez-moi le vinaigre. Il me fait oh, pardon. Je dis comment ça, pardon? Vinaigre, nègre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur pour. Donc toute la soirée, j'ai déconné, j'ai dit donc on peut plus dire manoir, baignoire, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, comment faire pour essayer de faire changer ces gens-là qui sont imprégnés avec des choses un peu particulières, qui sont encrassées. Donc, je continue à faire rire, voilà, faire rire entre autres, mais comme je dis souvent, je suis né dans la résilience. Parce que, étant métis et ayant la couleur entre deux chaises, forcément, je reçois des brimades. Donc, comme on ne voit que ma couleur de peau et on ne voit pas mon côté arménien, donc forcément, j'en ai fait un spectacle. Voilà, ça pour vous dire que merci d'être là, merci d'être resté, parce que et la première fois qu'on s'est vus tous les trois, Monsieur Davis et Monsieur Jaillard, donc je les remercie tout d'abord, on a commencé par manger, donc ça commençait bien. Voilà. Merci de votre accueil et merci Monsieur le maire. Blandine, que j'ai connu au Théâtre de Bouvard, donc c'était hier, et je laisse la place à Monsieur Poncet, un artiste que je respecte. Voilà. Bravo, bravo. Gérard Poncet. Alors Gérard Poncet, tout le monde le connaît, à Honfleur, en Normandie, en France, dans le monde entier, en Alésie. Et notre chancelier qui préparait son discours, et Patrice Drevet. Alors Patrice Drevet, qui est un habitué d'Honfleur, on s'est connus il y a un peu plus de 20 ans, parce que, ici même, oui, parce qu'il avait créé un festival d'humour qui s'appelait J'aime aller à Honfleur, AAH, et l'Académie Alphonse Allais était partenaire. Donc on a bien travaillé ensemble, ici, dans ces greniers à sel. Bravo. Alors, Xavier, qui parle le premier? Je suis retourné m'asseoir parce que j'ai vu que... Non, mais c'est bien entre vous, là. Tu veux parler le premier? Ah, si tu veux. Non, tu fais un discours d'abord, comme ça moi je ferai le reste. C'est comme à la maison, c'est ma femme qui fait tout et moi je fais le reste. Tu vois un petit peu. Et d'ailleurs, elle m'a envoyé un petit texto, elle est tout au fond là-bas, Corinne. Elle m'a dit, n'oublie pas de remercier monsieur le maire. Et c'est écrit tout petit, t'es dans la merde pour ton discours après ceux qui étaient avant toi. Donc voilà, l'occasion de remercier aussi monsieur le maire, remercier le président Davis qui a fait de cette académie ce qu'elle est aujourd'hui, incontournable. Voilà, vas-y, dis tout, moi je dis le reste. Ça me rappelle un petit peu, justement, parce que je suis pas bavard, hein, je suis journaliste, ça me rappelle quand je présentais la météo à Télématin avec un certain William Lémergie. Et normalement, j'avais 3 minutes pour parler, pour vous informer sur la météo. Ici, il fait toujours beau, c'est bien connu. J'avais ma contrepétrie préférée qui est il fait beau et chaud. C'est une contrepétrie, hein. Belge, exactement. Et évidemment, moi, je préparais mes 3 minutes et au dernier moment, en direct, quand je prenais l'antenne, il me disait, dis donc, ils ont débordé, il te reste 20 secondes pour faire la météo. C'est à peu près pareil, là. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que je suis heureux d'être ici parmi vous. J'ai reconnu plein d'Honfleuraises et d'Honfleurais du temps de notre festival. Merci en tout cas pour cet accueil à la hauteur de la réputation de cette ville qui n'est plus à faire. Bon, ça, c'est écrit partout. Qu'est-ce que tu voulais dire Ça, c'est mon pote. Vous savez qu'on a la chance d'avoir à Honfleur, vous avez la chance d'avoir à Honfleur un artiste international connu dans le monde entier.
t'arrêtes là. Monde entier. Je peux pas continuer. Alors, à moi. Vous voyez que j'avais raison. Quand on est plusieurs à préparer des discours, on a le premier parle et le deuxième n'a plus rien à se dire, donc je m'en vais. Non, je vais quand même te dire un mot ou deux qu'il a dû oublier. Ah, Gérard Poncet. Un peu comme Woody Allen qui disait « Quand j'entends le nom d'Hitler, j'ai envie d'envahir la Pologne. Quand on prononce ton nom, on a envie de monter un orchestre de philharmonie. » C'est moins dangereux. Dans un discours, surtout au grenier à sel de Honfleur, toi, au moins, on n'a pas besoin de te présenter. Tout le monde te connaît, à commencer par les autochtones, puisque vous êtes au moins deux à avoir fait flotter au-dessus de cette ville un délicieux parfum de musique permanente. Et tous les deux, dans le ciel des cabarets, des music-halls, de la chanson et de toutes ces formes de création qui, quand vous avez commencé, étaient d'avant-garde et qui, depuis vous, sont devenus des classiques et marquent leur époque. Je veux parler d'Éric Satie et de Gérard Poncet. Sous vos applaudissements. Ne joue pas les modestes, Gérard. Le jazz, c'est bien ce qu'il te doit. Demande aux centaines, peut-être aux milliers de musiciens que tu as poussés sur scène ou simplement à qui tu as donné l'envie de prendre un instrument des mains, en main ou en bouche. Alors Gérard, je t'appelle par ton prénom parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je dirais pas depuis combien de temps parce que les gens en profitent pour calculer nos âges respectifs. Et moi je ne dis jamais, jamais l'âge d'un vieux copain. Alors je ne vais pas commencer aujourd'hui sous prétexte que tu as 95 ans. Merci. Gérard, malgré ta longue expérience, il y a une chose que tu dois savoir. Il y a toujours quelque chose à apprendre, hein, même quand on a beaucoup vécu. Oui. Et moi, je voudrais en profiter de cette cérémonie pour t'être utile à te servir et te servir à quelque chose. Alors, question, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait un saxophone? En principe, il y a toujours un médecin dans la salle. Il doit y avoir un saxophoniste. Ah, ben voilà. Merci. Alors, si vous pouvez me prêter, s'il vous plaît. Alors, mon cher Gérard, il manque la bretelle. ah, ben la bretelle, elle est là, mais on s'en sert pas. Bon, alors prends-la dans la main. Prends ça. Belle, une. Et c'est quoi faire ça? Et tu vas voir, je vais te montrer. Ah bon? Voilà. Alors. Et je joue plus, moi, alors. Mais non, je t'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un saxophone? En principe, voilà. Il y a quoi ce saxophone? Non. Non, mais tant mieux. Alors, montre-le. Il est beau, hein? Ah, c'est vrai que c'est un bel instrument. Montre-le. Ça ressemble un peu à un pipeau, en plus compliqué. Et bien, cher Gérard, je voudrais te montrer comment ça marche. Comme ça, tu ne seras pas venu pour rien. Tu vois, ici en haut, il y a un bec, Oui. avec une hanche. Oui. Pas une hanche, sinon on en jouerait comme ça. Non, une hanche sans H, la lettre. On souffle de ce côté? Parce que, attends, je vais t'expliquer, oui. on souffle de ce côté. Tu souffles de ce Parce que côté ou t'aspires de l'autre, pardon. La hanche, l'instrument, là, elle ne servirait à rien si on se servait d'une hache avec un H. Tandis que sans H, hanche, ça peut servir. Voilà, c'est un petit bout de bois, tu vois là, qui est marqué, qui est sous le bec. Il ne sert à rien non plus, mais ça fait joli. C'est un petit bout de bois, on souffle là, dans la trompette, mais en regardant vers le bas. Non, bon, c'est comme dans une trompette, je vais te dire, la seule différence, c'est que la trompette, on en joue en regardant vers le haut, tu vois, vers la ligne bleue des Vosges. Hein. Tandis qu'un saxophone, tu fais pareil, mais en regardant vers le bas. Regarde, tu vois la preuve? La preuve, tu l'as sous le coude. Tu l'as sous le coude, parce que l'embouchure qui est en dessous, là, on appelle ça embouchure parce que c'est le bout. Embouchure. Et du coup, on est obligé de le mettre sous le bras quand on regarde par terre. L'avantage, c'est que le son qui sort par l'embouchure
Du coup, il s'en va derrière. Et si le son est mauvais, ben, comme ça, personne n'entend. Alors évidemment, si tu joues bien, là, du coup, il faut te redresser et te remettre en position de trompette. Et hop, la ligne bleue des Vosges. Et le plus drôle, c'est que tout le long, il y a des trous. Et qu'on peut les boucher plus ou moins comme le pipeau, quoi. Enfin, presque, simplement, c'est moins facile, quoi. Si tu bouches un trou, le son change. T'as bien compris ce que je viens de t'expliquer, là? T'es sûr? Bon. Et ben, tu vois, la musique, c'est ça, rien de plus. Alors, moi, quand j'en joue, je sors des sons à peu près les mêmes que ceux d'une guimbarde. Enfin, l'avantage de la guimbarde, c'est qu'on n'est ni obligé de souffler, ni de choisir sa note. Je suis sûr que toi aussi, tu pourrais en jouer du saxo. Hein. Alors, je t'avais demandé de réunir quelques copains musiciens pour faire un essai, une petite formation d'une vingtaine de gars, pas plus. Mais t'as pas eu le temps de monter ton orchestre, alors ça fait rien. On va t'écouter quand même dans un enregistrement d'une part et un silence religieux d'autre part. Voilà. Je vais jouer quelque chose sans enregistrement. Tu joues quand même? Je vais essayer. Allez, on se laisse. Alors, juste un tout petit mot avant, parce que la bio de Gérard, tu l'as effleuré. On sait tout du saxophone. Ce qu'on ne sait pas, c'est avec qui il a joué, ce qu'il a fait dans sa carrière. Alors moi, j'ai eu l'immense plaisir, dans ma carrière de journaliste, d'interviewer des petits gars que tu connais. Lionel Hampton, il y a eu Dizzy Gillespie, j'ai rencontré Miles Davis. Il m'en manquait un. Hein, dans tout ça, c'était Gérard Poncet. Alors, juste une question, une petite interview, avec qui tu as joué et qui sont des gens mondialement connus. Bon, j'étais soliste dans l'orchestre de Jacques Elion, celui d'Eddie Varnel, de Xavier Cugat en Espagne, où j'ai rencontré Lionel Hampton et j'ai fait une tournée avec lui. Et puis évidemment, j'écris des musiques pour Petula Clark, pour des films avec des artistes connus, Alain Delon, etc. Et j'ai terminé ma carrière comme chef d'orchestre des Platters. Les Platters, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Cet homme a joué aussi avec Lalo Schifrin, l'auteur de Mission Impossible, avec John Williams aussi. T'as oublié John Williams, celui qui a écrit des petites musiques de films, Star Wars, etc. Il est là, il est là. J'avais oublié, j'ai été invité comme arrangeur pour le mariage de Grace Kelly avec le prince de Monaco. En toute simplicité, sous vos applaudissements, votre Gérard Poncet international au monde entier. Réunis avec tous mes amis, le président Xavier, Daniel est venu. Et Daniel m'a dit, j'aimerais bien que tu me joues quelque chose pour moi. Et la façon dont elle m'a demandé, il m'était difficile de refuser. Alors, cher Daniel, je vais te demander de bien vouloir me rejoindre. Et puis, je vais essayer de jouer quelque chose qui, sans doute, te rappellera des souvenirs et peut-être rappellera aussi certains souvenirs à la gente féminine ici présente.
Je suis amoureuse, hein. De qui? Quand quelqu'un vous chante ça, moi je le crois. Merci. On va aller boire un verre. Comme les couleurs de la politique. Pardon, comme hier. Plusieurs. Alors donc j'ai fini. Oui. Un dernier petit mot, quand même. On aurait pu se connaître plus tôt, Gérard. Parce que quand j'étais musicien, je t'ai pas dit que j'avais été musicien. Écoute-moi, il m'écoute pas alors. Bon, j'ai été musicien. Donc, j'aurais pu entrer dans ta formation et je t'aurais accompagné avec mon instrument qui était un mélodica à gaz. Oui, parce que à l'époque, je chantais en m'accompagnant tout seul. Mais comme c'était difficile de chanter avec un instrument dans la bouche et que j'avais besoin de mes deux mains, j'ai branché l'embouchure du mélodica sur une bouteille de butane et ça marchait tout seul. C'était la bouteille qui soufflait. Et le patron du cabaret m'a gardé dans son programme pendant presque 30 secondes, et puis il m'a viré, le temps de balayer les gravats qui restaient de son club. J'ai jamais travaillé avec toi, donc, Gérard, mais je suis fier de t'accueillir, toi qui as été président du Rotary, au sein de l'Académie Alphonse Allais, elle qui te doit bien ça depuis que la joie de vivre existe. Gérard Poncet, bienvenue chez nous. Et voilà, je te remets officiellement la comète de l'Académie Alphonse Allais. Toutes mes félicitations. Et on continue, hein. Et bravo. Quoi dire que je suis ravi, un peu ému. Oui, ému. Ravi d'être parmi les amis d'Alphonse Allais, dont certains sont des amis, bien sûr. Ravi de toutes les personnes ici présentes. Merci. Et puis, bien sûr, merci à la présence du magistrat de notre si belle cité, M. Michel Lamar. Merci également à Michel Drotou, le maire de Vaslui. Alors souvent, les personnes m'ont posé une question, m'ont dit, mais 95 ans, ça te fait quoi? Eh bien, quand j'avais 20 ans, je pensais que je ne verrais jamais l'an 2000. L'an 2000. Et aujourd'hui, à 95 ans, il m'arrive de rêver et je me dis, finalement, 3000, c'est pas si loin. Merci encore. Je n'ai pas le don d'orateur de nos amis comme Légitimus. Je ne sais pas où il est, Légitimus. Il est là, oui. Mais je n'ai pas tes qualités. Mais merci du fond du cœur. Bon, pour nos amis photographes, professionnels ou amateurs, on va procéder maintenant à la photo de groupe.